Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être restés avec nous pour cette dernière table ronde. C'est le dernier rempart avant le déjeuner, donc on espère qu'on va réussir à vous attirer jusqu'à la fin. Je suis Gaëtan Piré, journaliste pour l'AGFI. Vous devez vous demander pourquoi l'AGFI. Finalement, on est partenaire de Finance Innovation depuis maintenant plusieurs années. Donc merci beaucoup, Vincent, de m'avoir proposé d'animer cette table ronde sur un sujet qui passionne la finance depuis maintenant quelques temps. On est partenaire de Finance Innovation, qui est partenaire aussi de notre événement, la MTech Day. J'en profite pour faire une petite minute de pub pour l'AGFI. La MTech Day, ça sera le 4 octobre prochain. C'est notre événement qui réunit la finance traditionnelle avec toutes les fintech du secteur, avec notamment les awards, les AM Tech Day Awards. Vous avez jusqu'au 27 juin pour participer et envoyer votre dossier. C'était la petite minute. Publicité pour la GFI. Au-delà de ça, au-delà de ce partenariat, la GFI suit tous les sujets de la finance traditionnelle et de la finance moins traditionnelle. Et c'est justement pour ça qu'on est ravis de pouvoir participer à cette table ronde, de pouvoir l'animer, parce que c'est un sujet qui anime la finance depuis maintenant un bon moment. Et c'est maintenant que je me rassois parce que je vais pas tout faire debout. Jusqu'à peu, la finance traditionnelle était vent debout contre les crypto-monnaies, contre la finance décentralisée. On parlait essentiellement du Bitcoin et en des termes peu amènes, on parlait de son empreinte écologique catastrophique, d'une bulle spéculative, d'une volatilité en montagne russe. Et depuis quelques temps, on observe des rapprochements entre des sociétés de gestion traditionnelles, des investisseurs traditionnels et la finance décentralisée, dite DeFi. On voit qu'il y a des rapprochements qui sont faits, une dynamique qui s'enclenche, mais qui a encore du mal à vraiment se généraliser. On va essayer de comprendre les freins qui empêchent encore ces deux mondes de se rapprocher, et ce sont toutes les questions que nous allons voir du coup avec nos, non pas 4, mais 3 intervenants. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter, on va faire un petit tour de table, vous présentez votre activité, et puis pourquoi vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on commence avec vous, Arnaud Dartois. Allô, oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Arnaud Dartois. J'ai créé la société Napoléon AM en 2019 avec l'ambition justement de faire des véhicules d'investissement exposés aux crypto-monnaies à destination d'une clientèle d'institutionnels. Donc on a créé une société de gestion classique. On a eu le soutien de l'AMF. Après il y a eu des petites contraintes, je dirais, en termes de structuration. On y reviendra peut-être tout à l'heure, dû au manque de réglementation en fait finalement. Et on a dû d'ailleurs créer, alors Vincent l'évoquait, une autre société qui s'appelle Napoléon Group pour faire des activités annexes qu'on ne peut pas faire au sein de Napoléon AM, comme la gestion de portefeuilles de crypto-actifs pour le compte de clients. Voilà. Et donc aujourd'hui, Napoléon Group a été racheté par la société CoinShares, qui est le leader européen et un des pionniers de l'investissement en produits financiers exposés aux crypto-actifs, en ETP notamment. Il gère plus de 6 milliards d'ETP exposés aux crypto-actifs, mais Napoléon AM est encore indépendante. Stéphane Revers, CEO de Sunzu Lab. Bonjour. Merci d'abord de m'avoir invité. Alors moi, je suis Stéphane Revers. J'ai passé 25 ans en salle de marché en trading dérivé sur différentes places à Tokyo, à Singapour, à New York, etc. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de voir comment le marché, notamment le marché du trading électronique, a évolué pendant 25 ans, ce qui est un sujet fascinant. Et surtout comment le régulateur a frappé à gauche et à droite pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, pour faire en sorte que les investisseurs sachent exactement la qualité de service, notamment la qualité d'exécution qui leur était proposée, etc. Et bah, il y a 3 ans de ça, j'ai fait comme tout le monde dans cette salle, je pense. Je me suis demandé ce qu'était la crypto et qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Et la première question que je me suis posée, à cause de mon expérience, c'était est-ce que ces trucs-là sont liquides? Et je me suis aperçu que je ne trouvais pas. Avec un associé à l'époque, on travaillait tous les deux chez Exane, on ne trouvait pas la réponse à la question. On ne trouvait pas de réponse satisfaisante à la question et on a démarré Sunzu. Et donc Sunzu, c'est une start-up basée à Paris, chez Finance Innovation, qui nous héberge et qui se propose de répondre à la question quelle est la liquidité des actifs digitaux? Et plus généralement, puisque je m'adresse à des gens qui savent ce que c'est, puisqu'en général, dans la crypto, ils ne savent pas ce que c'est, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est pré-trade, post-trade, MiFID-like, c'est-à-dire quand on se pose de vraies questions sur la qualité d'exec, pré-trade, post-trade, et qu'on essaie d'avoir de vraies réponses, notamment quantitatives et sans conflit d'intérêt, on a beaucoup de mal dans la crypto, et c'est ce qu'on se propose de faire chez Sunzu. Aaron Angel d'Arcant. Bonjour, je suis Aaron Angele, je viens du monde de l'asset management, j'ai été gérant de portefeuille et je suis encore pendant 17 ans sur différentes classes d'actifs. Et j'ai cofondé Arcant Capital avec 3 autres partenaires dans le but de proposer des véhicules d'investissement adressés à la clientèle institutionnelle.
C'est un constat en 2019 que on manquait dans la place parisienne des solutions de gestion active des positions dans les cryptos, notamment après la première correction forte de cette classe d'actifs en 2018. Et de ce constat, on est parti avec une équipe où on a réuni des expertises dans la blockchain, gestion quantitative, asset management et capital market pour adresser en fait cette problématique pour des clients institutionnels. Merci messieurs. Alors pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos en introduction? Alors j'espère que vous allez dire oui, mais c'est surtout, est-ce que à quel moment vous avez commencé à percevoir ce switch, ce changement de perception, de regard de la finance traditionnelle vers la DeFi, et comment vous l'expliquez? Et Ron, comme vous avez le micro, je vais peut-être commencer. Oui, la réponse est oui, et on le voit sur plusieurs niveaux. Premièrement, en fait, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent du monde de la finance, professionnels de la finance et de l'asset management, qui ont investi dans notre capital. Donc, ça, c'est une première chose. Certains d'entre eux sont aussi dans notre advisory board, et c'est des gérants seniors de la place parisienne. L'autre étape, c'est on voit dans l'univers de wealth management, de high net worth et des family office, des engagements fermes pour investir dans nos produits dès que nous allons les lancer, que le lancement est imminent. Et de plus en plus des institutionnels, tous les jours, on en voit des nouveaux qui s'intéressent, avec lesquels on commence à construire un vrai débat, une vraie discussion, et des corporates aussi. Donc la réponse est oui. C'est bon. Stéphane Revers, Arnaud Dartois, même question pour vous. Qu'est-ce qui explique selon vous ce changement, ce switch entre la DeFi et la finance centralisée? Est-ce que c'est uniquement les gains qu'on peut se faire sur les cryptos qui intéressent les investisseurs, gérants traditionnels? Alors, moi, je prendrai un peu de perspective là-dessus. Je dirais non. Je dirais que ça date d'avant, et je vois deux phases, en fait, dans la convergence. La première, ça date d'il y a un certain temps déjà. Le commentaire du patron de JP Morgan qui avait dit « J'adore la techno, mais j'aime pas le Bitcoin ». À l'époque, ce que ça voulait dire, c'est que la technologie Bitcoin faisait fantasmer tous les banquiers. Alors, on sait tous ici, nous qui avons fait de la finance de marché, que la finance de marché, c'est de la tenue de registre. Ça n'est que de la tenue de registre. Une action, une obligation, une part de fonds qui change de propriétaire, etc. Et donc, cette tenue de registre-là, elle est faite sur la blockchain de manière très simple. En fait, pas simple, mais en tout cas, elle apparaît simple et elle apparaît surtout bon marché. Ça fait fantasmer les banquiers pendant très très longtemps. Et beaucoup de compartiments de la banque. Moi, j'ai fait beaucoup de prêts-emprunts dans ma vie, de prêts-emprunts de titres, le repo, etc. Beaucoup de ces compartiments ont regardé et regardent encore comment on fait pour greffer, pour hybrider ce qu'on appelle le legacy back-office et l'infrastructure de marché avec une blockchain qui coûterait beaucoup moins cher et qui serait plus facile à maintenir. Donc ça, c'est la première vague. Cette vague-là, elle est encore en cours. Cette vague-là, elle a créé beaucoup d'anxiété chez les banquiers qui ont eu peur d'être remplacés, etc. Elle n'est pas finie. La deuxième, et c'est un mot qui m'a été dit par quelqu'un qui travaille dans une grande banque américaine et qui m'a dit, écoute, nous, notre grand espoir quand le Bitcoin est sorti, c'était d'avoir une source de risque décorrélée du marché. Une nouvelle source de risque décorrélée du marché. C'est pour ça qu'on regarde. C'est pour ça que l'intégralité des gérants de fonds et des traders de la planète regardent ça, parce que ça fait longtemps que ça n'existe pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles sources de risque décorrélées, c'est-à-dire qu'on puisse diversifier encore les portefeuilles de nos investisseurs. Là-dessus, la promesse est forte. Est-ce qu'elle est tenue? On pourrait dire oui, on pourrait dire non, ça se mesure, etc. En tout cas, cette promesse-là, c'est pour moi ce qui anime cette vague-là. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont dans la finance traditionnelle et qui cherchent à diversifier encore. Ils cherchent une classe d'actifs qui soit... alors, volatile, c'est bien la volatilité, parce que dans les faits, on aime bien la volatilité, c'est diversifiant, même si ça fait porter un risque particulier. Et donc, on en est dans cette phase-là où la finance traditionnelle se dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour diversifier de manière supplémentaire le portefeuille de mes clients. Et ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé ça. Arnaud Dartois, vous êtes d'accord, j'imagine, c'est la diversification qui intéresse le plus les gens aujourd'hui?
Oui. Et puis la forte volatilité, la concentration en risque aussi de cette nouvelle classe d'actifs. Moi, je suis un peu plus mitigé sur le fait qu'il y a un shift. Là, aujourd'hui, on est encore dans une phase où les grands institutionnels n'ont pas du tout adopté, enfin, sont rares, enfin, surtout en Europe et en France en particulier, rares sont ceux qui ont réellement déjà adopté, je dirais, cette classe d'actifs. On est vraiment encore en phase préliminaire d'adoption. Je pense que ce qui est rentré dans la tête des gens, c'est que cette classe d'actifs est une classe d'actifs pérenne. La question de la pérennité se pose moins. Mais on est encore dans une phase assez préliminaire. Quant à la défi, qui est encore l'étape un petit peu après, même au niveau de ce qu'on voit, on a beaucoup de prototypes en fait, hein, donc il faut faire attention. Après, ce qui est intéressant, c'est que là encore, il y a des sources de rendement qu'on ne retrouve pas dans les classes d'actifs traditionnelles. Et en défi en particulier, on peut trader de la base, par exemple, et faire des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes. Les investisseurs institutionnels sont peut-être encore timides, mais c'est plus les privés, peut-être les investisseurs privés qui portent la demande, qui boostent la demande. Oui, c'est ça, c'est les clients finaux qui en fait se rendent compte que dans l'éventail des choix qu'ils ont aujourd'hui pour avoir du rendement, les cryptos sont quand même assez intéressantes. Et effectivement, la DeFi en particulier propose des solutions moins risquées qui sont particulièrement intéressantes, des solutions de lending, de staking qu'on appelle, qui donnent des taux de rendement entre guillemets sans risque, exposés ou pas marché, qui sont très intéressants au niveau des investisseurs individuels. Et d'où l'enjeu de la réglementation. Si on ne propose pas à ces gens-là d'investir dans un cadre un peu plus sécurisé, ils vont sur des montages aujourd'hui qui sont très folkloriques, si j'ose dire. Eh ben justement, on va en parler de la réglementation. Quand on a préparé cette table ronde, on a identifié plusieurs freins encore aujourd'hui au rapprochement entre la DeFi et la finance centralisée. Et parmi ces points-là, il y a la réglementation, effectivement. On voit que le régulateur européen est en train de durcir le cadre avec notamment MiCA et la réglementation luttant contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Comment vous percevez ce cadre réglementaire? Du coup, j'imagine plutôt comme une bonne chose. Peut-être je vous laisse commencer, Arnaud, comme vous avez le micro. Oui, il y a du bon, il y a du moins bon. MiCA, c'est très intéressant parce que ça va permettre de donner un cadre unifié européen pour les prestataires de services en actifs numériques, qui va permettre notamment de faire du marketing, de proposer des produits dans un contexte sécurisé. Après, effectivement, il manque un certain nombre de choses. Et puis, les nouvelles propositions de soit les CBDC, ce qu'on appelle les CBDC, les Central Bank Digital Currency, les projets de CBDC, ou la proposition là, de contraindre tout transfert de crypto-monnaie à des obligations de disclosing d'informations privées. Ça, c'est des choses qui nous apparaissent comme étant très dangereuses, à la fois, je dirais, pour la croissance de l'écosystème, parce que là, l'Europe se met des contraintes qui vont au-delà des standards internationaux, et en plus très, très dangereuses ça fait porter des risques supplémentaires aux investisseurs de cette classe d'actifs-là, parce qu'on sait très bien que s'il y a des fuites de données, on n'a pas du tout envie que soit public en fait le montant de votre patrimoine en crypto, par exemple. Oui, vous m'aviez même dit que pour vous, il était très facile de transformer les crypto-monnaies en outils de contrôle. Stéphane Revers, c'est une phrase avec laquelle vous êtes d'accord, et puis après on va prendre l'avis d'Aaron. Alors, moi, je vais apporter un peu d'un avis différent. Moi, je suis plutôt pro-régulation, et la question qui est posée, c'est celle de l'anonymat. Est-ce qu'on peut garder l'anonymat? La réponse est probablement pas. C'est un choix de société. On ne peut pas garder dans une société comme la nôtre qui veut se prémunir du financement du terrorisme, etc., un anonymat jusqu'au dernier kilomètre. On parle plutôt de pseudonymat pour les cryptos, si je ne me trompe pas. Alors, on parle de pseudonymat, mais le problème, c'est que la technologie, selon la chaîne sur laquelle vous opérez, en fait, l'anonymat, le pseudonymat n'est juste même pas possible. Bon, il y a des chaînes qui sont spécialisées, Monero en est une, qui sont spécialisées sur cette question d'anonymat. C'est-à-dire que la philosophie de base de la blockchain, qui était décentralisée, qui était rendant le pouvoir à l'utilisateur final, dont on ne sait pas qui c'est, cette philosophie-là, elle est en fait difficilement compatible avec des choix de société qu'on a fait par ailleurs dans la réglementation. Donc, la question est posée, est-ce que l'écosystème crypto s'apprête et accepte l'idée qu'on va rentrer dans des choix qui ont été faits auparavant, qui ont été faits ailleurs, avec la perspective d'accueillir l'investisseur lambda, Madame Michu, la bien nommée Madame Michu. Est-ce qu'il accepte ça? Est-ce que l'écosystème accepte ça ou pas? Voilà, c'est le prix à payer en fait pour aller chercher une catégorie d'investisseurs beaucoup plus lointaine aujourd'hui et qui n'y est pas sur la crypto, parce qu'on reste quand même sur ce qu'on appelle des crypto-natifs. Mais les crypto-natifs sont des gens qui, pour la plupart,
ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent, par exemple, et qui sont confortables avec cette idée d'anonymat. Donc, moi, je vois la régulation comme étant un bon pas pour aller élargir l'adoption de la crypto, tout simplement. Eron, j'ai les mêmes questions pour vous. Est-ce que le Far West, c'est terminé? En fait, le Far West, on le trouve encore dans les différentes approches de différents pays par rapport à la réglementation. On a en fait la Chine qui parle de bannir, mais de l'autre côté, on voit les États-Unis qui font un pas en avant vers la réglementation. Donc, moi, j'ai tendance à voir les choses de manière globale. La question de la réglementation, à mon sens, on avance dans le bon sens. C'est plus de réglementation. Ça c'est rassurant pour les investisseurs, surtout pour les investisseurs institutionnels. L'administration Biden a une vue holistique du sujet, où en fait plusieurs topics comme en fait le leadership américain, la protection des consommateurs et des investisseurs, la stabilité financière entre en ligne de compte dans leur approche. Ce qui est à noter aussi, c'est le virement à 180 degrés du gouvernement britannique qui, au mois de mars, en fait, veut maintenant que la place londonienne soit en fait une place moteur dans l'industrie de la crypto. Il y a encore quelques mois, c'était impensable. Donc, c'est le Far West, on le trouve dans ce sens-là, qu'il y a un peu de tout, mais dans le monde occidental, on va plus vers la réglementation et maintenant, en fait, à mon sens, bannir les cryptos, ce n'est plus de l'actualité dans le monde occidental. C'est plus, en fait, la réglementation et faire cette classe d'actifs vraiment une classe d'actifs classique. On reste sur le thème de la réglementation, mais on va se focaliser plus spécifiquement sur la question de l'agrément quand on est une société de gestion. Eron, Angélé, Arcant est en cours d'agrément auprès de l'AMF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez rencontré des difficultés particulières pour pouvoir l'obtenir dans les discussions avec l'AMF? Est-ce que c'était simple d'expliquer votre activité et d'obtenir du coup cet agrément? On est dans l'innovation. Donc ça c'est clair, c'est l'innovation pour tout le monde, même pour le régulateur, qui avance vraiment très bien. Et moi j'ai en fait l'AMF c'est vraiment quelque chose qui en fait c'est un régulateur très positif et très ouvert à cette activité. Oui, on a rencontré beaucoup d'obstacles. Premièrement, c'est en fait, pour créer une société de gestion, il faut des gens seniors. Il n'y a pas de gens seniors dans les cryptos. Donc, on a, comme j'ai dit au début, on a dû réunir en fait des expertises de gestion, de blockchain, de capital market, de quant, pour pouvoir en fait convaincre le régulateur qu'on a les moyens de pouvoir gérer dans les standards du marché des positions dans les cryptos, des portefeuilles dans les cryptos. Deuxièmement, c'est en fait trouver en fait un dépositaire. Nous avons en fait pu vraiment en fait convaincre un des top 3 dépositaires parisiens qui nous a pris en projet pilote pour monter des fonds professionnels spécialisés dans les cryptos. Le lancement est imminent. Troisièmement, c'est en fait au niveau de la structuration. Nous avons en fait eu affaire à des nouveaux montages, des nouveaux intervenants du monde de la blockchain dans notre structuration pour sécuriser les transactions on-chain. Autre obstacle, c'est du côté juridique. On est une des premières sociétés de gestion qui veut lancer des fonds qui détiennent réellement de la crypto en portefeuille. Donc, plusieurs obstacles qui
mais qu'en fait, on a eu vraiment un très très bon échange avec le régulateur et on avance très très bien avec eux. Arnaud Dartois, même question pour vous. Napoléon AM a obtenu son agrément depuis plus longtemps, qu'Arcant. Est-ce que pareil pour vous, c'était la croix et la bannière? Et surtout, vous investissez dans le Bitcoin, mais de manière synthétique. C'est parce que c'était impossible de pouvoir investir de manière directe? Oui, je reviens 2 secondes sur la réglementation. Preuve en est, on a demandé effectivement un agrément AIFM qu'on a obtenu en 2019. On est bien sûr pour la réglementation, notamment parce qu'on a la même vision. Si on veut une adoption massive de cette classe d'actifs sécurisée, il faut mettre un cadre réglementaire qui soit sécurisé et satisfaisant. Ma remarque constituait simplement à dire qu'aujourd'hui, peut-être dû à la pression liée à la guerre Russie-Ukraine, les instances politiques font des propositions qui aujourd'hui portent, pour nous en tout cas, des dangers à la fois technologiques, je dirais de prise de retard technologique, encore une fois, par rapport aux autres grands continents, et aussi des dangers, moi je considère démocratiques, mais bon, de surveillance qui sont trop importants. Cette parenthèse mise à part, vous me disiez, oui, en 2019, l'AMF avait commencé à constituer une équipe technologique, innovation, qui a depuis largement est parti et qui, je pense, ils doivent renouveler, qui nous a beaucoup aidé en fait. En revanche, la loi Pacte n'était pas encore passée. Donc, on devait se conformer, je dirais, au contexte réglementaire existant de l'époque, et dès lors créer des fonds d'investissement qui est une exposition effectivement synthétique, c'est-à-dire via l'acquisition de contrats futurs émis à l'époque par émis toujours d'ailleurs par le CME, le Chicago Mercantile Exchange, les contrats futurs Bitcoin. Et c'est en fait comme ça que nous, on a créé notre fonds qui donne une exposition au Bitcoin, mais via en fait des contrats futurs qui répliquent la performance du Bitcoin, mais de manière synthétique, puisqu'ils sont aussi en settlement cash et non pas in kind, ce qui permet de s'assurer qu'à aucun moment dans le véhicule il ne puisse y avoir des cryptos. C'était une contrainte imposée à l'époque par l'AMF, et de toute manière au niveau des dépositaires, c'est pareil, il était impossible de trouver des dépositaires capables d'accueillir des cryptos, que ce soit d'un point de vue technologique, mais la réglementation n'était pas là non plus réellement. Et quid des assureurs? Est-ce qu'ils sont un peu plus enclins à vouloir assurer un fonds qui soit investi de manière directe ou indirecte sur les crypto-monnaies, là, du coup? Alors, vous voulez dire référencer un fonds? Exactement. Si vous vouliez que votre fonds puisse être distribué de manière beaucoup plus large en assurance vie, par exemple, est-ce que les assureurs, ils vous suivent, ou aujourd'hui, c'est encore trop compliqué pour eux? Aujourd'hui, en France, c'est un petit peu le cas, que ce soit les banques, les assureurs. Il manque, en fait, il y a des signaux contre signaux des pouvoirs politiques sur cette classe d'actifs-là. Et du coup, aujourd'hui, ces acteurs-là préfèrent ne pas bouger. Ils ont tout à perdre à prendre des risques, à référencer, par exemple, un fonds qui donne accès à de la crypto, plutôt que de ne rien faire, parce que à la fois les politiques et les régulateurs ont pas vraiment un message clair sur le sujet. Et ce qui est un petit peu paradoxal, parce que c'est une demande des clients finaux. Et les clients finaux, quand ils n'ont pas une solution régulée comme ça, ils vont directement voir. Donc là, ils vont directement voir des exchanges régulés par régulés. Ils en ont rien à faire, et ils cherchent à s'exposer. Et aujourd'hui, on laisse ces gens-là, on s'occupe pas d'eux en fait, la réalité. Alors c'est en cours, ça prend du temps, mais c'est vrai que le message politique pourrait être un petit peu plus clair. Et ça, je trouve ça dommage. En parlant de clarté, il y a aussi la question de la compréhension. Parmi les freins qu'on peut relever, il y a aussi celle de la complexité de la technologie. Aujourd'hui, messieurs, quand vous allez voir vos clients, vos investisseurs potentiels, vos prospects, est-ce que vous parlez le même langage qu'eux? Est-ce qu'ils comprennent du coup cette technologie, comment fonctionnent les crypto-monnaies, la blockchain, ou c'est encore un peu compliqué aujourd'hui? Stéphane Revers. Alors la réponse est non. Mais je suis absolument persuadé que rares sont les gens qui comprennent les différents étages. Moi, je prétends pas avoir ce savoir-là, et pourtant j'ai passé beaucoup de temps à regarder. Donc non, la blockchain, c'est une addition de couches. Il y a de la finance, il y a de la cryptographie, il y a de l'ingénierie informatique, il y a des réseaux distribués. Enfin, c'est extrêmement complexe. Donc il y a beaucoup de maths. La cryptographie, elle est utilisée par ailleurs. C'est nos cartes de crédit qui ont une cryptographie à clé, sauf qu'elle est encapsulée. Donc il y a tellement de couches différentes que pour aller expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas comment ça fonctionne et surtout quels sont les risques qui sont pris derrière, c'est juste extrêmement difficile. Et ça, c'est la première remarque.
Et ensuite, la deuxième remarque, c'est qu'il y a une confusion et qui est entretenue par le monde de la crypto sur le vocabulaire. D'accord ? Donc, quand on parle dépositaire dans le monde traditionnel, en France, le dépositaire, il doit vous rendre des actifs. Il a une obligation de restitution des actifs. Et la seule façon que le régulateur a trouvé de forcer le dépositaire à faire ça, d'abord, c'est de forcer à avoir des procédures en place. Et deuxièmement, il est responsable sur ses fonds propres. Donc, au bout d'un moment, quand vous êtes responsable sur vos fonds propres, vous faites ce qu'il faut pour rendre les actifs. Dans le monde de la crypto, la définition de dépositaire, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que vous trouverez un dépositaire, vous trouverez un prime broker, vous trouverez un teneur de compte. Enfin, vous allez avoir des gens qui vont vous proposer des services et qui vont greffer leur vocabulaire, leur discours et les descriptions fonctionnelles sur ce qui existe dans les marchés traditionnels sans en avoir ni la compréhension, ni la solidité financière, ni la richesse fonctionnelle, ni rien du tout en fait. Voilà. Et donc là, on a un gros problème de communication au sens où, moi, quand je parle à des gens dans la crypto ou ailleurs, et ils me disent « Ah oui, mais je vais prendre un prime broker », mais est-ce que tu sais ce qu'est un prime broker dans la vraie vie? Qu'est-ce que ça fait un prime broker? Quand tu ouvres t'es un hedge fund, tu ouvres un compte chez un prime broker, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Quel est le risque juridique que tu prends sur l'entité avec laquelle tu transactes? Quel est le risque que tu prends sur la bourse? Quel est le risque de contrepartie? Quelle est la documentation que tu vas mettre en place? Si tu fais du commingling d'actifs sur des comptes, alors ça va peut-être vous parler, ce sont des comptes dérivés qu'on appelle des comptes omnibus, est-ce que quand tu prends un risque omnibus ou est-ce que tu es en ségrégué sur la chambre de compensation? Toutes ces choses-là sont, on est très très loin de ça. Et le vocabulaire est extrêmement, alors, le mot vient en anglais, mais le vocabulaire est galvaudé en fait, parce qu'on a l'impression d'avoir des notions qui sont connues, alors que ce n'est pas le cas. Donc quand vous approchez un non-professionnel qui ne comprend pas vraiment déjà la finance traditionnelle, mais qui se réfère à des idées qu'il connaît, c'est-à-dire que quand il y a une société de gestion agréée, un fonds qui a reçu l'agrément de l'AMF, il ne peut pas perdre d'argent sur le fait que quelqu'un part avec l'argent. C'est pas vrai. Le dépositaire, il doit rendre les fonds. Demain, vous allez sur une plateforme défi qui se fait hacker, vous avez perdu 50% de vos actifs, allez expliquer ça à un petit porteur ou à l'AMF en leur disant « c'est pas de bol, ma plateforme s'est fait hacker ». C'est impossible à expliquer à un petit porteur qui ne comprend pas parce que le référentiel dans lequel il évolue est un référentiel traditionnel dans lequel ce genre de choses n'existe pas. Et l'une des raisons pour lesquelles ça n'existe pas, c'est parce que le régulateur, il a fait 20 ans, ou il a mis 20 ans ou 30 ans à mettre en place des infras, de la réglementation, etc. Donc non, les gens ne comprennent pas les risques. Alors ça, c'est une évidence, les risques de marché, les risques d'infrastructure. Alors moi, personnellement, ça me dérange beaucoup parce que je trouve que ce qui manque à la crypto, c'est ça. Les gens veulent y aller, ils y vont. Il y a un aspect jeu qui est très important, il y a un enrichissement qui est possible. Mais par contre, la notion de risque est souvent très sous-estimée et le discours n'est pas adapté. Et deuxièmement, il y a cette notion de vocabulaire où on fait un parallèle immédiat avec une gouvernance front, middle, back qui est pénible. Hein. Je pense que vous le savez tous. Hein. C'est une gouvernance pénible dans la finance traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'elle a comme avantage sur la disparition du risque de règlement livraison, du risque de contrepartie qui sont totalement existants et assez souvent passés sous silence en fait dans la finance traditionnelle, dans la finance crypto. Et Ron Angeles, c'est le premier frein aussi que vous identifiez quand vous parlez à des prospects, c'est le langage, c'est expliquer, vulgariser ce que vous faites. C'est notre devoir, si on veut en fait faire venir les investisseurs institutionnels dans cet univers, c'est notre devoir de parler un petit peu leur langage en fait. Donc et on fait un travail d'éducation. On fait aussi un travail d'explication de l'état de l'écosystème, du développement de l'écosystème, des nouvelles en fait, toute nouveauté dans ce qui se passe dans le monde de la crypto, des efforts qu'on fait nous en interne pour se plier aux standards de l'industrie. Tous les process qu'on met en place, les systèmes les solutions de sécurisation des actifs que nous avons adoptés, et tout ça en fait pour arriver à la partie visible de l'iceberg qui est la performance, parce que finalement en fait on est là pour faire de la performance dans des conditions les plus safe au niveau des actifs. Et on comprend cette envie que vous avez de vulgariser, de faire de la pédagogie, de vous rapprocher des investisseurs plus traditionnels. Mais quand on regarde l'écosystème des cryptos,
on a l'impression qu'il est divisé un peu en deux, entre d'un côté des acteurs qui ont envie de tendre la main à la finance traditionnelle et de l'autre côté, tout un tas d'acteurs qui n'ont absolument pas envie de tendre la main à la finance traditionnelle, qui ont envie de rester dans son monde et de ne pas se conformer, de ne pas suivre la réglementation, de ne pas avoir de la réglementation, vraiment de rester dans l'esprit pur libertarien de la création des crypto-monnaies. Est-ce que aujourd'hui vous le constatez, ça effectivement, cette division, est-ce que finalement ça crée pas un problème de culture d'avoir un écosystème qui est clairement divisé en deux? Non, je pense pas que ça pose un problème. Le Bitcoin, il est né suite à la crise de 2008 notamment, et puis effectivement par un groupe de ce qu'on appelle le libertarien cyberpunk qui voulait recréer un monde financier parallèle sans intermédiaire bancaire notamment. Aujourd'hui, je veux dire, le Bitcoin a pris une telle importance et est considéré comme une vraie classe d'actifs, on le disait tout à l'heure, par la finance traditionnelle. Les réglementations se mettent en place. Cette communauté initiale va se faire diluer. C'est d'ailleurs quelque chose qui, au sein de l'écosystème crypto, on voit déjà. C'est-à-dire les cryptos les plus, c'est assez paradoxal. Les gens les plus pionniers sur la crypto ont donc acheté et surtout miné des bitcoins très 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 tôt. Et en général, ces gens-là sont au sein de l'écosystème crypto très conservateurs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les maximalistes. Les bitcoins maximalistes. Et par exemple, les autres cryptos comme Ether, qui est la deuxième crypto la plus importante, qui elle, nativement, si on veut simplifier, a été créée pour pouvoir exécuter des smart contracts sur la blockchain, c'est-à-dire des morceaux de code informatique sur la blockchain, ce qui libère énormément de choses, même si sur la blockchain Bitcoin, c'est faisable, mais en version beaucoup plus complexe d'un point de vue technique. Ether a pris une place très très importante, et cette première communauté initiale de Bitcoin, en fait, est complètement réfractaire à ces autres cryptos. Ça n'a pas empêché un écosystème au niveau d'Ether de se développer très fortement, et puis après Avalanche, Solana, etc., etc. Donc aujourd'hui, non. Ce qui est dommage, c'est ce qui va peut-être les rendre tristes, c'est que c'est leur créature leur échappe, c'est tout. Mais sauf que finalement, je me permets de vous interrompre parce que ces maximalistes, ils sont quand même encore très présents dans le paysage aujourd'hui. Quand un investisseur, qu'il soit privé ou professionnel, s'intéresse aux crypto-monnaies et qui tombe tout le contenu qui existe aujourd'hui, notamment sur Internet pour se renseigner, on tombe d'abord sur ce contenu-là qui est produit par des personnes maximalistes qui ne vulgarisent pas, qui ne cherchent pas à comprendre et qui restent dans cet esprit très libertarien. Est-ce que ces maximalistes ne savent pas votre travail, le travail de tous ces acteurs de la défi qui veulent se réglementer, travailler avec la finance traditionnelle? Non, je pense pas, parce que effectivement, comme vous le dites, ce sont aussi souvent des profils très geeks qui font du contenu qui est très technique, qui est très intéressant, mais qui s'adresse pas du tout aux gens qu'on vise et vers qui on veut faire du contenu beaucoup plus pédagogique et qui va plus loin, qui va au-delà de la technologie, qui va aussi sur la partie financière. Donc non, je pense pas du tout. Je pense que simplement ces gens-là vont se faire en fait diluer, phagocyter dans l'écosystème. Voilà, et notamment, c'est vrai qu'ils sont en revanche souvent très réfractaires à la réglementation, et pour cause. Hein, le sujet, le Bitcoin est né un petit peu contre ça, mais on n'y échappera pas. Stéphane Revers, vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'autre choix que de diluer l'esprit initial des cryptos pour se normaliser? Je suis très en désaccord avec ça, parce que je pense pas que ça va se diluer, en fait. C'est-à-dire que la solution, la convergence, si convergence il y a, ne viendra pas d'un discours de vulgarisation qui serait fait par nous face à un discours non vulgarisateur qui serait qui serait produit par les maximalistes ou le core development team. Ça marchera pas comme ça. La convergence viendra de la tech. C'est-à-dire la tech doit s'adapter. La tech avec le pseudonymat, l'anonymat. Je prends un autre exemple, moi, qui me tient beaucoup à cœur, parce que je trouve que personne n'en parle et c'est dommage, c'est le recours. Voilà. Si Madame Michu fait une erreur sur une blockchain ou sur une plateforme et qu'elle s'est trompée, elle a mis un zéro de trop, elle a envoyé une mauvaise adresse, peu importe, elle fait une erreur ou elle perd la petite feuille. Moi, j'ai tout ça dans une boîte à chaussures chez moi, hein, mais ma key phrase, enfin, je sais pas comment on fait. Faut pas le dire. Vous avez raison, mais c'est mon frère qui est là-bas, donc ça va. Donc en fait, le recours, c'est un truc qui est fondamental. L'industrie financière est organisée autour de l'idée que le petit porteur, il a un recours, et celui contre qui il peut se retourner, il est capitalisé, parce que comme ça, le régulateur, il dit, s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui paye, et Madame Michu perd pas d'argent.
Ok, ça ne trouvera pas de solution autre que dans la techno qui va permettre le recours qui, on le sait sur la blockchain, est interdit. Vous ne pouvez pas reprendre une transaction quand elle a été faite. Alors, je cite un article du Financial Times, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques mois de ça, il y a une plateforme qui s'est fait hacker et ils ont rendu 50 millions de dollars à quelqu'un au lieu de 5. Et donc, le patron de la plateforme a dit, on a contacté la personne à qui on a fait le mauvais virement, et on lui a demandé de nous les rendre et il nous les a rendus. Et il a dit, c'est quand même extraordinaire de vivre dans un monde dans lequel votre avenir dépend de quelqu'un qui vous rend 45 millions. Voilà. Donc, c'est ce phénomène-là, cette barrière philosophique, à un moment donné, il faudra que les gens choisissent, les gens de la crypto choisissent ce qu'ils veulent en faire. La finance traditionnelle est prête à écouter. Elle comprend pas. Elle comprend pas les chemises hawaïennes et les tongs, et ça c'est sûr qu'on comprend pas. Mais on est prêt à écouter. Alors moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. Mais on m'a posé la question à une conférence, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que la crypto va devenir? Ma réponse était, elle deviendra ce que les gens ont envie d'en faire. C'est-à-dire que si demain la techno évolue, si demain les cryptos maximalistes ou cette philosophie-là acceptent de parler au régulateur et de parler le même langage que le régulateur, d'arrêter de lui dire de baisser ses standards, mais d'accepter l'idée qu'il faut monter les leurs, parce que c'est ça dont on parle, sur le blanchiment d'argent, sur l'anonymat, là on aura une vraie conversation. Aujourd'hui, cette conversation, elle existe trop peu. Elle n'a pas d'effet, en fait. Et Aaron Angélé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les maximalistes vont finir par se normaliser, accepter les règles? Est-ce qu'ils vont être dilués? Je pense qu'en fait, la régulation va prendre le dessus en fait, oui, c'est plutôt en fait ça va se diluer au fur et à mesure du temps. Moi, je suis en complet désaccord avec toi. Hein. Je pense pas du tout que la technologie va s'adapter à la réglementation. Je parle des cryptos, mais je vais parler 2 secondes après de tokenisation des actifs. Et que Bitcoin, ce qui fait sa force, c'est ce qu'on appelle le censorship. C'est que c'est résistant à la censure. Et ça ne peut pas ne pas évoluer. L'histoire de recours sur Bitcoin, c'est pour moi, l'implémenter dans la technologie, c'est impossible. Et puis ça casserait la valeur de Bitcoin. En revanche, et je pense que l'Europe, la réglementation MiCA me paraît tout à fait raisonnable, que les prestataires de services qui apportent, qui font ces intermédiaires qui apportent des solutions, soit d'investissement, soit de services quels qu'ils soient, sur cette classe d'actifs-là, et des contraintes et des process pour sécuriser ces investissements, ça c'est extrêmement important et ça c'est bien. Et après, il y aura, comme dans la finance traditionnelle, finalement ce qui se fera onshore et ce qui se fera offshore. Parce qu'il y a toujours des gens qui iront un peu directement sur cette classe d'actifs n'importe comment et des prestataires de services basés n'importe où qui voudront pas ces contraintes-là et qui proposeront des choses folkloriques. Pour autant, là où je rejoins plus Stéphane, c'est sur ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Là, c'est utiliser la technologie blockchain pour justement traiter les actifs traditionnels. C'est vraiment les digitaliser et digitaliser tous les process. Là, on aura le choix, nous, je dirais, et les régulateurs, de choisir quel parmi les blockchains et les caractéristiques qu'on veut au niveau de ces blockchains-là, on aura des choix à faire. Et là, qu'il y ait des choix effectivement de recours, qui est un certain nombre de contraintes imposées par les régulateurs, ça me paraît effectivement complètement raisonnable et très intéressant. Mais sur la classe d'actifs qu'on appelle, crypto, le Bitcoin, vraiment les blockchains natives qui sont en fait un petit peu en lévitation parce qu'elles sont, il y a personne derrière, à part parfois des fondations, mais qui n'ont pas réellement de compte à rendre. Là, pour moi, il y aura pas d'évolution. Il n'y a pas à attendre une évolution technologique pour les mettre en lien avec la réglementation. C'est au niveau des surcouches qu'on va mettre ça en place. Bien, messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, ça dépend comment on le prend. On arrive à la fin de la table ronde. Peut-être un dernier mot chacun pour conclure. Aujourd'hui, vous vous adressez à un parterre d'investisseurs de la finance traditionnelle, de professionnels de la finance traditionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être 1 minute chacun, à peu près. Alors, j'ai le micro, je vais commencer. C'est le bon moment pour regarder. Voilà, ça, c'est mine de rien. J'ai tendance à véhiculer des idées qui peuvent être interprétées comme étant une critique intrinsèque de la crypto. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, à faire. Moi, ce qui m'a fait rentrer dans la crypto, c'est l'idée qu'on pouvait me remplacer.
Voilà, j'ai été trader equity dérivé pendant longtemps et j'ai fait du repo. Et quand j'ai vu la défi, la crypto, je me suis dit, tiens, ils veulent faire ça sans nous. Tiens, c'est intéressant. Ça va coûter moins cher, ça c'est sûr. Est-ce que c'est aussi fiable et est-ce que c'est aussi intéressant? Donc, je vous invite à regarder. Mais regarder, j'allais dire, avec soin, c'est-à-dire à poser les bonnes questions, à trouver les bons interlocuteurs, ce qui n'est pas toujours facile, en fait, parce qu'il y a des maximalistes, parce qu'il y a des gens qui comprennent à moitié, etc. Donc, c'est compliqué d'aller trouver la bonne expertise pour répondre à vos questions, mais c'est effectivement le bon moment de regarder, parce que ça ne disparaîtra pas, parce que ce sont des sources de revenus. Donc, on va retrouver dans la finance DeFi, dans la crypto, la même chose que dans la finance traditionnelle. Il va y avoir de la spéculation. Il y a déjà des positions de portage de cash and carry. J'ai passé toute ma jeunesse à faire du cash and carry à Tokyo. Il y a des positions de yield extraction, pour ceux à qui ça parle. Il y a évidemment de la spéculation. Il y a des actifs en veux-tu, en voilà. Donc, on n'y est pas, mais c'est vraiment le moment d'aller regarder ce qui se passe pour essayer de vous positionner. Est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas, et savoir ce que vos clients veulent. Qu'est-ce que le client veut? Il veut rentrer, il veut pas rentrer. Et s'il veut rentrer, il faut que je trouve un moyen d'accommoder sa demande dans les conditions de sécurité adéquates. Donc, regardez. Aaron, votre mot à vous? Moi, je considère une chance de vivre ces moments-là où, en fait, on a une solution, en fait, une technologie de rupture pour la finance. C'est la blockchain, c'est une innovation de rupture. On est en train de construire en fait un écosystème, nous tous ici en France. On a un cadre légal avec le statut PSAN qui est très supportif. Un régulateur ouvert, l'AMF. C'est l'offre qu'on est en train de construire. C'est vraiment dans les standards internationaux. Et maintenant, en fait, c'est le moment que tous ensemble, qu'on participe, qu'on accélère la construction de cet écosystème, de faire en sorte que l'épargne française sert à que les talents qui construisent cet écosystème. Actuellement, il y a 8000 personnes qui travaillent, des personnes hautement qualifiées qui travaillent dans l'écosystème actif numérique en France, et faire en sorte que ces talents restent en France, que cet écosystème se développe. La concurrence vient très vite de l'étranger, surtout outre-Manche. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit faire en sorte que l'épargne française sert à construire l'écosystème et que, en fait, que ça passe par les canaux que vous maîtrisez. Donc tous ensemble. Arnaud, le mot de la fin, puis après on a une dernière intervention. Ouais, j'espère qu'on vous a convaincu sur le fait que c'est une classe d'actifs pérenne et que sous cette classe d'actifs, il y a une technologie qui va à un moment embrace, je ne sais plus comment on dit en français, tous les actifs financiers. Les actifs financiers vont être tokenisés. Dès lors, vous devez vous intéresser à cette technologie et probablement à cette classe d'actifs. La mauvaise nouvelle, c'est que ça demande du temps pour comprendre. Ça demande de l'investissement personnel. Le meilleur moyen, c'est de commencer par en acheter. Acheter du Bitcoin, acheter de l'Ether, installer ce qu'on appelle un MetaMask, essayer d'investir un petit peu dans la DeFi. Si vous le faites réellement, faut le faire pour comprendre un petit peu pour se poser les bonnes questions et comprendre. Alors ça demande du temps, mais ça vaut le coup parce que c'est pas perdu. Demain, vos clients vous poseront des questions et c'est vraiment l'avenir. Donc prenez ce temps-là pour investir un petit peu sur les cryptos, essayer de faire des transactions, essayer d'investir un peu dans la DeFi. Et vous allez voir, ça va vous aider aussi à appréhender un peu tout ça de manière beaucoup plus pratique. Donc on retient, regardez tous ensemble les pérennités. Merci messieurs d'avoir été avec nous.